Alors aujourd'hui, ce sera pas trop tech, ce sera peut-être un petit peu plus lifestyle ou carrière, comme vous voulez. Je sais pas trop comment nommer ça, mais ce sera un peu moins tech que d'habitude. Parce que j'ai cliqué sur quelques articles que j'ai bien aimés, qui du coup ne sont pas relatifs directement à un IDE ou à un langage de programmation. Ici par exemple, on a les 10 habitudes à adopter. Alors ils mettent en 2023, mais en vrai c'est assez intemporel. Il y avait des trucs que je trouvais plutôt sympas dans cet article. Focusing on your basics, donc rester sur ce que vous savez faire et aller et surtout consolider vos bases. Surtout c'est l'idée de ce point. C'est d'avoir des bases solides de développement. Donc, l'exemple qui est donné, c'est typiquement avant d'utiliser un framework, essayer de bien comprendre le langage et de le maîtriser complètement. Ensuite, on avait Choosing a Human-Friendly Code. Euh, Ça, moi, je l'ai lu un peu dans le sens où, voilà, n'oubliez pas que le code que vous produisez, euh, et ça faut d'ailleurs s'adapter après à chaque équipe, parce on a tous des devs différents dans chacune des équipes. Et typiquement, faut pas oublier que son code il est relu ensuite par des développeurs. Donc soyez bien vigilants à ça, de ne pas écrire du code qui va être difficilement lisible en tout cas, soit difficilement parce que vous l'avez complexifié beaucoup trop et vous n'avez pas travaillé sur les noms de variables, les commentaires, tout ça, qui peut rendre un code un peu plus lisible que, que la, qu'en général. Et, euh, et donc voilà, donc faut bien oublier que quand on écrit du code, derrière il va être relu par un collègue, par une autre entreprise si votre application est cédée ou si, enfin voilà, si vous changez d'entreprise ou quoi qu'est-ce. En tout cas, il ne faut pas oublier que voilà, le code il va être relu par un humain, donc il faut avant tout qu'il soit lisible par un humain. Euh, et ça, c'est très important à comprendre. Je pense qu'en début de carrière, c'est le genre de choses qu'on lit un peu partout. Ça, je suis assez d'accord là-dessus, mais faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler à ce que son code, euh, en fait, il puisse être lu par. C'est plus important même qu'il soit bien compris d'un humain euh, plutôt que d'une machine. Paying attention. Donc ça, ils insistent beaucoup sur le fait de listen first et de listening. Et ça, c'est aussi pour moi un truc qui est très important. Euh, c'est de donner de l'attention à celui qui vous parle et de bien écouter soit son besoin, si c'est un PO, ou même si c'est un tech d'ailleurs, hein, parce que mal comprendre l'un ou l'autre, c'est rater quelque chose. En tout cas, c'est de d'abord écouter et vraiment d'écouter jusqu'au bout voilà, le besoin du tech ou du PO ou ce qu'on veut dans les boîtes tech pour être sûr de bien répondre à la question. Dans la tech, ça peut aller très vite hein, de mal comprendre quelque chose. Ou alors, on entend un début de phrase, hop, on se projette sur une solution technique avant même d'avoir entendu la fin du problème. Euh, et du coup, peut-être que notre réponse technique, du coup, elle est plus adéquate, on est déjà parti à réfléchir à autre chose, on a raté la fin, ou voilà. Dans la tech, on sait qu'il faut aussi répondre vite et il faut aussi techniquement avoir des bagages. Donc voilà, souvent on peut peut-être se méprendre là-dessus et partir sur de la solution avant même d'avoir bien entendu le besoin, bien compris le besoin. Ça parle de listen first, mais je pense qu'il y a aussi
pas hésiter à questionner, parce que lesson, c'est bien écouter, mais je pense que le fond du mot, c'est de comprendre. Donc, pas hésiter à poser des questions. Euh, Moi, je trouve d'ailleurs que c'est un peu comme ça qu'on reconnaît des bons devs. Ils n'hésitent pas à poser des questions qui paraissent peut-être bêtes, mais qui sont lourdes de sens après dans l'implémentation technique. Voilà pour ce point. Alors le quatrième, dedication. Anyone can become a skilled coder. However, you don't just want to be a good coder, you want to be an expert. Là, ça parle de continuous learning. Donc, si vous êtes connecté à cette veille, je pense que vous êtes déjà sensible à ça. Mais effectivement, savoir coder, c'est bien. Mais il faut aussi être ouvert et se rappeler qu'on est un métier où ça bouge très vite. Donc, il faut continuellement se pousser, à aller apprendre de nouvelles choses, à en faire plus. Et voilà. On passe au suivant. Making use of opinions. Donc là, ça finit sur le commentaire de code. Voilà, chacun pense qu'il veut sur le commentaire de code, mais c'est pas moi qui vais vous en rajouter. Vous retrouverez bien sûr cet article à la fin du live sur les réseaux. Je partagerai tout ce qu'on s'est échangé, un petit sum-up de ce qu'on s'est échangé durant le chat. Coding with consistency. Alors celui-là, je le trouve plus intéressant que le précédent en tout cas. L'idée, c'est d'être consistant. Je sais pas le bon mot en français, mais d'être régulier ou en tout cas de toujours coder de la même manière, j'ai envie de dire. Typiquement, vous pouvez pas faire une revue de code de quelqu'un, lui faire une remarque et pas l'appliquer pour vous quand vous faites du code, par exemple. Ça, c'est manquer de consistance. Ça veut dire que vous dites aux autres ce qu'il faut bien faire, mais vous ne le faites pas vous. Là, ça peut être un gros manque de consistance. Et puis, aussi, je pense, en termes d'outillage, de choix technologiques, vous avez le droit d'avoir des points de vue, de les assumer, de pourquoi vous les assumez. Ça, c'est important aussi, parce que si vous dites juste ça, c'est nul, sans approfondir, c'est de facto un peu nul aussi. Mais en tout cas, voilà, vous avez le droit d'avoir ces choix et puis de les dire, mais voilà, de rester droit là-dessus. Vous avez le droit de changer d'avis, hein, mais du coup, il faut update un peu ce que vous avez pu dire par le passé. En tout cas, c'est d'être droit dans ses bottes et de pas donner des tips à quelqu'un sans les appliquer soi-même ou donner une façon de faire à quelqu'un sans le faire vous-même, ou pire, d'aller donner une autre façon de faire à quelqu'un d'autre pour le même problème. Et là, typiquement, dans l'équipe, il y a un micmac qui se fait et les gens savent plus que croire ou qui croire. Et ça peut vite amener à des petites choses pas terribles et souvent stériles. Demander de l'aide quand on est bloqué, ça je crois que ça revient un peu à ce que je vous disais au-dessus, de ne pas hésiter à poser des questions bêtes. C'est- En, en vrai, c'est très dur, hein. C'est très dur de prendre la parole et de poser une question qui paraît assez idiote. Euh, mais sachez que si vous la posez, il y a de grandes chances que dans l'assemblée, il y en ait beaucoup d'autres qui se la posent. Euh, donc n'hésitez pas à poser cette question. Et essayez peut-être de la formuler de manière à ce que la question paraisse propre et pas juste un peu bête, même une question mal formulée ou formulée bêtement, ça marche aussi. En vrai, faut vraiment pas se vriller autour de ça. Il n'y a pas de problème à poser des questions. Au contraire, ça montrera aussi à votre interlocuteur que vous l'écoutez et peut-être qu'il n'a pas été assez clair sur certaines choses. Euh, donc, ça va aussi lui le rechallenger sur comment formuler, repréciser des choses. Donc, n'hésitez pas. Et là, on est sur un truc qui est encore un cran au-dessus, c'est de demander de l'aide. Et là, pareil. Ça, pour moi,
Je sais pas si c'est parce que j'ai un peu d'expérience, j'ai peut-être ouais, un peu d'expérience, mais pour moi, aujourd'hui, ça devient presque une faute professionnelle de pas demander de l'aide. On n'a pas le droit de rester bloqué sur un problème trop longtemps. Sauf si vraiment on voit qu'on avance et que c'est complexe euh, et qu'on élucide petit à petit ce problème. Mais on peut pas rester bloqué indéfiniment sur un truc sans demander de l'aide. Euh, alors demander de l'aide, ça peut être à son équipe en DSM, mais effectivement, ça peut être aussi juste sur Google, sur Stack Overflow, sur ChatGPT aussi maintenant, ça marche pas mal, même si voilà, ChatGPT pas update à mort, ça peut marcher aussi. Euh, mais voilà, enfin, en général, si vous êtes bloqué, c'est que c'est pas bon. Donc, vous pouvez sortir de votre code. Je pense que passer 30 minutes, une heure à lire du code, euh, le même code, c'est que vous êtes bloqué, c'est qu'il faut aller voir ailleurs. Donc c'est que vous n'arrivez pas à élucider ce qu'il y a derrière votre code, c'est que vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a quelque chose d'autre. Donc n'hésitez pas à soit demander à un collègue qui connaît cette partie de code, soit aller voir sur Google si c'est quelque chose de technique et que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais ne restez pas bloqué. Ça c'est vraiment... Et demander de l'aide, c'est aussi montrer à son équipe de la maturité, hein. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de mauvais. Je pense qu'on est dev junior, peut-être on le prend peut-être un peu comme ça, mais faut vraiment pas. Pour moi, c'est vraiment faire preuve de maturité que de réussir à demander de l'aide. Le key to success is learning, donc ça revient un peu à ce qu'on disait au-dessus avec le continuous learning. Effectivement, et si vous êtes connecté à cette veille, vous savez de quoi il en est. Euh, Better coder, ça pour moi, c'est évident. Quelqu'un qui fait de la veille, c'est un bon dev et c'est un dev qui va devenir meilleur que les autres, c'est sûr et certain. Parce que ça montre plusieurs choses, et notamment que vous êtes passionné, on va le voir dans l'article qui suit. Je crois que ça parle un moment de passion, mais voilà, pour moi, c'est vraiment important de continuer d'apprendre. On apprend tous les jours de toute façon dans ce métier, donc aussi on apprend tous les jours en faisant ce qu'on fait, hein, parce qu'on tombe sur des choses qu'on ne connaissait pas, donc on apprend. Et il y a aussi c'est aussi à nous, le projet nous donne du savoir, c'est aussi à nous d'aller chercher du savoir ailleurs, en faisant de la veille notamment, comme ça. Euh, en lisant des bouquins, on va le voir après sur le second article, ou en essayant d'autres technos, en faisant des side projects chez nous. Voilà. Il y a plein de moyens d'apprendre. À vous de choisir celle qui vous convient. Moi, celle qui me convient, c'est la veille, là, comme on fait en ce moment. C'est quelque chose que j'aime bien parce que souvent, les articles, ça prend pas beaucoup de temps à prendre. Il faut juste être un peu rigoureux sur le fait d'aller chercher des articles, de les lire, de les survoler et de comprendre l'essence qui nous amène. Mais en tout cas, restez toujours connecté et essayez d'apprendre de votre fait. C'est un indispensable pour moi, pour devenir un meilleur codeur, comme le disait la phrase, c'est effectivement vrai. Improve your debugging skills. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on croit savoir faire très rapidement quand on est dev junior. Euh, Parce que c'est assez, je dirais pas jouissif, mais la première fois qu'on pose notre point de debug, qu'on s'arrête dedans, hop, on se dit ok, c'est bon, je sais débugger, je sais m'arrêter sur mon point d'arrêt. Il y a plein d'autres choses à apprendre que ça. Aujourd'hui, on a des idées euh, qui favorisent quand même pas mal le debugging, qui proposent plein de choses à nos yeux pour qu'on regarde d'autres choses que notre point d'arrêt. Je pense à IntelliJ qui est assez fort là-dessus, qui montre beaucoup de choses. La stack, rien que la stack déjà, comprendre que notre point d'arrêt il est dans une stack d'appels, comprendre les différents threads qui sont appelés, ça peut être très important à comprendre dans certains contextes. Et puis après comprendre ce qu'on peut faire avec le debugging, c'est-à-dire typiquement avec IntelliJ on peut remonter dans le temps
en remontant son thread d'exécution, on peut remonter de la méthode du dessus pour redescendre après, on peut modifier des valeurs en debugging, on peut voilà, faire plein de choses. C'est que, par exemple, vous débuguez, vous n'arrivez pas à reproduire un cas partenaire, mais vous savez qu'en modifiant cette variable, bah, ça va reproduire le cas. Bah, voilà. Vous rentrez en debug, vous ne faites pas celui à essayer de comprendre comment on arrive dans ce point-là, mais vous modifiez la variable, vous tombez dedans et vous comprenez ensuite ce qui se passe. Le debugging, c'est vraiment, ça ne se limite pas à poser un point de debug, même si c'est déjà très bien et c'est bien de savoir le faire. Il y a plein de choses à apprendre sur le debugging. Euh, et c'est important d'en savoir le plus possible parce que c'est l'un des meilleurs moyens pour résoudre un bug.